Alors, naturellement, nous allons revenir sur la question des finances publiques avec vous, Clémence Guettet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette Merci à invitation. vous. Vous êtes députée La France Insoumise du Val-de-Marne et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous allez débattre dans un instant avec Virginie Calmels. Elle est présidente du réseau d'entrepreneurs Croissance Plus et chef d'entreprise. Juste un mot sur la discussion budgétaire, parce que les Français sont dans ce feuilleton maintenant depuis des semaines, avec un budget qui devient un peu obscur. On ne sait pas ce qui restera au final. Quelles sont les victoires que vous considérez avoir obtenues? On a bien compris que le PS avait obtenu la suspension de la réforme Le des décalage. retraites. Pardon. Le décalage. Le décalage. On peut réavoir ce débat, mais je crois que c'est pas exactement ça votre question. Le décalage de la réforme des retraites. Certains disent suspension. Et vous, quelles sont vos victoires? À vrai dire, ce qu'on vit en ce moment à l'Assemblée nationale est relativement affligeant. A fortiori avec ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement le gouvernement prend acte d'ores et déjà du fait que sur la première partie du projet de loi de finances, c'est-à-dire la fiscalité, c'est-à-dire les recettes, il allait subir un échec patent. A priori, ce sera la première fois dans la Ve République que tous les groupes, majorité, opposition, vont s'opposer à ce budget. On l'a parce entendu qu'il ce ne soir, ressemble plus à rien. Vous vous en réjouissez de cet échec? Mais non, je ne m'en réjouis pas parce qu'in fine, c'est les Français qui vont en pâtir. Ce qui me rend triste à ce stade, c'est que ça fait des mois que nous alertons sur le fait que ça ne sera pas possible en l'état. Parce que la Macronie continue en fait à être dans ce dogme. Monsieur Lecornu nous a fait un grand numéro, je ne ferai pas de 49.3, les parlementaires vont voter. Résultat des courses, nous allons rejeter vraisemblablement la première partie du PLF et il passera par une loi spéciale et il n'exclut plus, d'ailleurs c'est parfois demandé, y compris par des groupes jusqu'au Parti Socialiste, il n'exclut plus de peut-être à devoir passer par le 49.3 par la suite. Donc finalement, nous allons avoir un budget sans doute moins pire que ce qui était annoncé, qui ne tient pas compte des victoires potentielles acquises par les parlementaires. C'est pour ça que je ne réponds pas vraiment à votre question, parce que les victoires, il y en a eu, certes, mais elles ne sont pas pérennes, elles ne sont pas entérinées, puisque le gouvernement va pouvoir présenter à nouveau un budget comme ça l'arrange. Donc j'ai le sentiment qu'on perd beaucoup de temps. En hémicycle, on perd beaucoup de temps aussi parce que la ministre répond avec beaucoup d'emphase sur chacun des sujets, alors que les parlementaires demandent à pouvoir voter dans les délais constitutionnels pour entériner un budget qui soit décidé par l'Assemblée. Ça n'est pas ce qui va se passer cette année et donc je le déplore. Et pourquoi on est dans cette situation? Je sais qu'on l'a dit et répété, mais je le redis à votre antenne ce soir. On est dans cette situation parce que M. Macron n'a pas pris acte de sa défaite politique. Et donc du fait que, y compris sur les sujets budgétaires, ça n'est pas sa majorité minoritaire en réalité, qui peut décider de continuer comme ça des politiques néolibérales, de casse sociale, de destruction. Il n'y a pas de majorité pour ça à l'Assemblée nationale. J'imagine que ça suscite beaucoup d'inquiétude pour les Français qui vous regardent ce soir et qui assistent à ce débat. Et chaque jour, on commande des amendements, des mesures, des taxes qui peut-être termineront par une loi spéciale et seront oubliées dans quelques mois. Il y a des réalités, et on en a évoqué quelques-unes ce soir. La réalité notamment du déséquilibre de nos comptes publics. Quand vous entendez le premier président de la Cour des comptes qui estime que les comptes de la sécurité sociale, c'est lui qui le dit, sont hors de contrôle. Quelles leçons vous tirez de cela? Est-ce que vous dites, comme on l'a entendu ce soir, il va falloir faire des économies, ou d'autres, j'imagine que ce n'est pas le cas, mais en tout cas c'est pour exposer les positions des uns et des autres, il va falloir faire des économies sur l'assistanat, que sais-je. Est-ce que vous dites qu'il y a quand même urgence à un moment donné à prendre en compte cette réalité budgétaire? Je pense qu'il y a urgence à ce que les partisans du néolibéralisme prennent acte de l'échec de leur politique, de cette politique de l'offre, de cette politique de coupe budgétaire, de cette politique d'austérité, et du fait qu'il faudrait faire autrement. Voilà. Je pense qu'on a aussi le mérite de la cohérence dans le temps. Nous, on défend une politique de la relance par la consommation populaire. Ça veut dire qu'il faut augmenter les salaires de manière générale, que ça permettra aussi d'alimenter les entreprises, on en parlera dans le débat juste après, que ça permettra de continuer à financer le modèle social auquel on tient, c'est-à-dire par la sécurité sociale. J'ai entendu vos invités précédents. Bref, qu'un cercle vertueux pourrait s'engager, mais qu'aujourd'hui, parce qu'il y a ce dogme, notamment sur les recettes, parce que ce que vous avez dit n'est pas vraiment exact. Les dépenses, elles ont baissé en valeur absolue, les impôts, alors que les recettes, elles continuent de baisser c'est les drastiquement. impôts qu'il faut augmenter. Il faut augmenter des impôts, mais pas n'importe comment. Voilà, il faut de la progressivité dans notre système d'imposition, qui aujourd'hui est parfaitement injuste, que ce soit du point de vue des entreprises ou des individus. On a à peu près le même schéma, c'est-à-dire que les petits payent trop et les gros échappent à l'impôt de diverses façons. Et donc c'est ça qu'il faut complètement revoir avec de la progressivité et faire contribuer à leur juste part des gens, que ce soit les individus, les ultra-riches ou les très grandes multinationales,
multinationales qui aujourd'hui ne contribuent pas suffisamment à l'effort national. Vous parlez de faire de la relance, mais faire de la relance, il faut que l'argent reste en France. Donc est-ce qu'il faut assumer de fermer un peu les frontières, d'interdire Shein et même d'éviter d'acheter des voitures fabriquées en Allemagne ou des tomates cerises qui nous viendraient du Maroc? Est-ce qu'une relance, pour qu'elle fonctionne, oui, il faut vivre un peu en autarcie? Non, il ne faut pas vivre en autarcie. Il faut assumer une forme de protectionnisme. Voilà. C'est-à-dire que quand je dis qu'on doit tenir compte de 30 ans... qui viennent du Maroc, non aux voitures qui viennent d'Allemagne, non aux vêtements qui viennent de Chine. Non à des tomates qui sont produites avec des pesticides, par exemple. Non à des voitures qui sont produites avec des gens qui travaillent pour des salaires de misère. Voilà, il faut des conditions sociales et écologiques. C'est-à-dire que ce qu'on veut pour notre pays, on le veut aussi pour le reste du monde. Et donc, le commerce, quand vous commercez avec un pays, vous assumez aussi le bilan social, le bilan écologique de ces importations. Et donc, moi, je trouve qu'on fait complètement l'autruche sur ça, aujourd'hui. Par ailleurs, le déficit public n'est pas très reluisant non plus. Et donc, oui, j'assume qu'il faudra du protectionnisme solidaire et écologique. Et par ailleurs, vous savez, je sais qu'on va débattre là-dessus après. Je suis allée au salon du Made in France, comme beaucoup d'hommes et de femmes politiques. On nous demande de la protection. Que ce soit les agriculteurs ou que ce soit les petites entreprises, elles ne peuvent pas faire face à cette concurrence mondiale. Juste, vous avez dit augmenter les impôts. Il y a encore ces chiffres qui sont dans le débat public depuis toujours, mais que je voudrais quand même commenter avec vous ce soir. Les prélèvements obligatoires ont atteint 45,3% du PIB en France en 2024. Ce sont des chiffres d'Eurostat. La moyenne de l'Union européenne s'établit à 40,4% du PIB. Et vous dites, vous, il faut encore augmenter les impôts. Et je vous ai dit, et c'est peut-être ça quand même la part la plus importante de ce que j'ai dit, c'est pas augmenter les impôts pour tout le monde. Il y a plein de gens, que ce soit des individus ou des entreprises, qui, avec les réformes qu'on mènerait, verraient leur part d'impôt baisser. Je veux dire, sur les individus, tous les gens qui aujourd'hui gagnent moins de 4 000 € net par mois, ils paieront moins d'impôts. Et donc, je pense que la réputation, y compris fiscale, qui nous est faite, est erronée, parce qu'en réalité, ce que nous dénonçons, c'est l'absence de progressivité et l'absence de justice. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des entreprises, par exemple... 10% des ménages payent les 3/4 de l'impôt sur le revenu. On ne peut pas dire que les plus riches ne payent pas. Mais parce que, heureusement qu'ils en payent. Mais vous êtes peut-être d'accord avec moi pour dire qu'ils continuent de s'enrichir malgré cela. Et que les gens qui ne sont pas assujettis à l'impôt, c'est tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Vous savez, dans ma famille, on disait, le jour où mes parents ont commencé à payer des impôts, ils ont dit c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire aussi que les salaires peuvent suivre. Mais ce que je dénonce, c'est l'absence de progressivité. Vous allez en débattre tout de suite avec Virginie Calmels, qui est présidente du réseau d'entrepreneurs Croissance Plus. Elle est aussi chef d'entreprise. Bonsoir Virginie Calmels. Je rappelle que vous dirigez l'école de marketing digital Futurae. Et l'on se souvient que vous avez été vice-présidente des Républicains et ancienne adjointe d'Alain Juppé, alors maire de Bordeaux. Voilà une présentation complète. Merci d'avoir accepté de débattre. Vous avez entendu l'une des réponses qui est apportée pour sauver le modèle social, c'est l'augmentation des impôts. Et oui, malheureusement, c'est le réflexe en ce moment à l'Assemblée nationale, des taxes, des taxes, des taxes. Et quand je vous entendais, j'ai entendu cette phrase où vous avez dit le problème, c'est que les recettes baissent. Mais c'est tout le sujet, Madame Guettet, c'est que vous voyez, le monde économique, il fonctionne, il a besoin d'air pour avancer et pour faire de la croissance. Plus vous allez taxer, plus vous allez finalement obtenir l'inverse de ce à quoi vous aspirez. Vous constatez que les recettes baissent, mais c'est que le début. Parce que quand vous venez de voter 53 milliards d'euros d'impôts supplémentaires sur les entreprises, eh bien mécaniquement, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va gripper. Vous savez que ça ne va pas être appliqué. Hein. Non, mais c'est le principe des débats, c'est-à-dire que vous votez à l'Assemblée, puis après vous dites que finalement c'est pas grave. Ben non, mais moi c'est que le gouvernement va pas appliquer ça. Donc on ne va pas faire de l'affolement économique non plus. Oui, mais sur le budget qui a été voté. Vous venez quand même de tout voter. Ah donc oui, à un mais moment dès demain, donné, il faut quand même que vous compreniez aussi que ça a des répercussions sur le monde économique, que ça soit appliqué ou pas. On a quand même eu pendant des semaines, des mois, on va dire, des débats ou en tout cas des prises de position politiques qui sont totalement anti-business. Et comme on est dans un monde ouvert, ça n'a échappé à personne, ni aux acteurs économiques français, ni aux investisseurs internationaux. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ralentissement sur l'emploi, ralentissement sur l'investissement,
attentisme, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez comment s'envole l'épargne en France, parce que les gens ont peur. Donc, quand ils ont peur, eh ben, ils épargnent, ils dépensent pas, et donc vous avez un ralentissement majeur de la machine économique. Donc, ce qui me frappe, c'est quand vous dites, mais il y a des baisses de recettes, on dirait que vous ignorez une règle qui a été quand même démontrée, appliquée. C'est que trop d'impôts tue l'impôt. L'économiste Laffer l'a démontré. On arrive bien sûr, c'est-à-dire qu'on arrive à un point d'inflexion à un moment donné où plus vous augmentez l'impôt, plus finalement les recettes baissent. Pourquoi? Parce qu'il y a des acteurs économiques qui, eux, changent de politique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Soit ils vont partir, ça c'est pour les gens qui vont devenir des exilés fiscaux. Vous allez me dire, c'est pas très patriotique, mais c'est pas ça le vrai danger. C'est les jeunes qui, eux, n'ont pas la richesse, ils n'ont rien construit encore. Ils vont simplement se dire, quand on entend les débats à l'Assemblée nationale, c'est pas en France qu'il faut que je monte mon entreprise, Clémence Guettet, c'est à l'international. Et troisième, je finis juste là-dessus, le problème des acteurs économiques, souvent, au bout d'un moment, c'est que s'ils ont l'impression que plus ils travaillent, plus ils sont des locomotives, plus ils prennent des risques, plus ils embauchent, et qu'à la fin, ils n'ont pas la rétribution en face, ils vont ralentir. Vous savez, dans les pays scandinaves, il y a des indépendants qui, au lieu de travailler comme des fous 15 heures par jour, au bout d'un moment, ils se sont dit, il vaut mieux travailler 3 jours par semaine. Alors, il y a énormément de choses, énormément d'éléments dans ce que vous venez de dire. Je vais essayer de prendre les choses à peu près méthodiquement pour faire une réponse complète. La première des choses, c'est que je ne globalise pas les mesures sur les entreprises. Vous avez fait une relance à madame quand elle est arrivée en disant que je voulais plus d'impôts. Je l'ai dit 2 fois, mais je vais le redire une 3e fois, je ne veux pas plus d'impôts sur toutes les entreprises. Je suis allée au salon du Made in France, je le disais avant que vous entriez sur ce plateau, je fais la différence entre les PME, les TPE et les ETI et les très grandes entreprises, qui ne sont pas dans notre pays soumises aux mêmes règles en réalité, parce que les très grandes, elles ont plein de moyens d'évitement fiscal et que la réalité des chiffres, c'est qu'aujourd'hui les PME, en moyenne, l'impôt réel, c'est plus de 21%, pour les très grandes entreprises, c'est seulement 14%. Ce qui est parfaitement injuste, parce qu'on l'imagine très intuitivement, les très grandes, elles font beaucoup de bénéfices, les petites, elles en font généralement beaucoup moins. Donc, il y a un problème de progressivité. Le deuxième sujet qu'on a, c'est que ça fait 30-40 ans que les gouvernements néolibéraux ont donné les clés du camion de la politique économique, grosso modo, au MEDEF, c'est-à-dire représentant les très grandes entreprises. Ce qui n'est pas exactement le cas des entreprises que vous pouvez représenter. Mais disons qu'ils ont fait des politiques et des lois, notamment économiques, qui partaient de la réalité de ces très grandes entreprises en oubliant totalement la réalité des petites entreprises. Ce que je constate, moi, aujourd'hui, c'est qu'après 30-40 ans de néolibéralisme, on a une dépense publique qui ne permet plus de subvenir à nos besoins, aux besoins de la population, qui servent aussi, in fine, les entreprises. C'est-à-dire que pour avoir des salariés en bonne santé, il faut un système de santé, il faut avoir des logements, il faut avoir des transports, etc. Et donc je pense que tout le monde, d'une certaine façon, est lié dans cette situation dans laquelle on est. Depuis 30-40 ans, donc, les politiques demandées par le MEDEF ont été appliquées, c'est-à-dire toujours plus de libre marché, de libre concurrence, d'absence de régulation, de protection, des aides aux entreprises qui... On les chiffre à 211 milliards, il y a un désaccord entre 200 et 220 milliards, on va dire, c'est difficile de le savoir, mais qui sont captés dans la très très grande majorité par les très grands groupes, aucunement répartis en fonction des besoins pour créer des emplois dans les petites entreprises, alors que ce sont les petites entreprises et les moyennes entreprises dans notre pays qui créent véritablement les emplois, qui sont non délocalisables, qui sont de proximité, qui sont locaux. Quand vous dites on préserve les petites entreprises et on taxe les grandes entreprises, ça représente combien d'entreprises en France? Alors, les très grandes entreprises, au-dessus de 5000, elles sont 300. Alors que, par exemple, pour dire les toutes petites entreprises, il y en a 4,7 millions. C'est massif et en termes de nombre de salariés, c'est, on va dire, moitié-moitié. Okay. C'est-à-dire les petites et les moyennes, c'est environ 50%. Les ETI et les très grandes, c'est environ 50% aussi. Donc, il y a un nombre d'emplois, c'est certain. Ouais. Mais par contre, le nombre d'emplois qui est créé en France par les très grands groupes français, lui, dans le temps, il baisse. La croissance, elle baisse. Les investissements, ça c'est très important, les investissements dans notre pays, ils baissent aussi. Et c'est le président du MEDEF lui-même qui disait on est en panne et d'investissement et d'innovation. Et ça, je crois que c'est un problème qu'on peut partager, vous et moi. Parce que je sais que pour ce qui m'importe, c'est-à-dire faire une économie qui soit utile, notamment face aux grands défis qui se posent à nous,
je pense au changement climatique. On a besoin d'entreprises qui sont résilientes, on a besoin d'entreprises avec des gens extrêmement bien formés et donc d'un système de formation et d'enseignement supérieur. Juste par rapport à l'émission de ce soir qui est le modèle social français dans l'impasse. C'est-à-dire que les gens qui vous regardent, ils disent est-ce qu'on aura des retraites? Est-ce qu'on sera toujours aussi bien soigné? On a le sentiment que c'est de plus en plus compliqué, notamment pour l'accès aux soins. Est-ce qu'on répond à cette problématique-là, qui est très empirique, hein, c'est des chiffres, c'est financier, en disant on va faire reposer l'effort sur les grandes entreprises? En fait, depuis 30 ans, grosso modo, on a une économie qui finance la finance et l'économie improductive au détriment justement de l'économie réelle et productive. Donc vous avez une captation, notamment par la rente et le capital, au lieu de tout simplement de pouvoir créer des emplois et des salaires réels. Et c'est ce phénomène de transvasement qui revient à ce que vous dites, c'est-à-dire le modèle social, in fine. Parce que quand vous avez une captation par des dividendes, par, si vous voulez, c'est de l'économie qui n'est pas réelle, qui n'a pas d'effet concret en termes de consommation populaire, par exemple. Tout ça, c'est de la captation de richesse qui ne sert pas réellement ni les besoins des entreprises, ni les besoins des salariés français. Je ne tomberai pas dans le piège que vous essayez de me tendre, de diviser les entreprises et de vouloir Vous n'êtes pas d'accord avec le constat que je pose? Les grandes entreprises et les petites. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que l'économie réelle, elle fait que les uns se nourrissent des autres. S'il n'y a pas des très grandes entreprises... pâtit aujourd'hui? Les petites. Je vais revenir sur ce que vous avez dit qui est juste, sur le taux effectif d'impôt, vous avez raison. Mais vous êtes en train d'expliquer qu'au fond, il faut taxer les gros, il faut taxer les gros, comme il faut taxer les riches, il faut taxer les riches. Comme si, parce qu'on allait taxer les riches, on aurait moins de pauvres en France. On sait que ça ne marche pas comme ça. Le partage des richesses, ça peut avoir des effets quand même. Je vais juste aller au bout de mon propos, si vous me le permettez. Comme si taxer les grosses entreprises n'allait pas abîmer l'économie. Mais ça, c'est faux. Ça marche sur le papier, ça ne marche pas dans l'économie réelle. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de petites entreprises, et là vous avez raison, là encore sur les chiffres, les très grosses entreprises, il y en a 300. Beaucoup sont des toutes petites entreprises en France. Mais elles vivent de quoi? Elles vivent aussi grâce à des grandes entreprises. Elles sont des sous-traitants d'entreprises plus grosses. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Parce que si je peux me permettre, en effet, dans la chaîne de valeur ajoutée, elles sont liées. Elles sont très souvent sous-traitantes de ces grandes entreprises. Un des plus gros sujets aujourd'hui pour les petites entreprises, c'est le manque de prévisibilité, mais aussi, par exemple, les retards de paiement des grosses. C'est plus de 15 milliards aujourd'hui de retard de paiement des très grosses entreprises vis-à-vis des plus petites, qui les mettent dans une situation d'incertitude économique et de difficulté économique réelle qui les pousse parfois jusqu'à licencier. Je ne vous tends pas de piège. Non, mais vous avez voté 26 milliards de taxes sur les multinationales. Vous pensez que ça va favoriser les TPE, PME de notre pays? Si on récupère, bien sûr que non. Si on récupère une partie des 211 milliards d'aides aux entreprises, et notamment les 70-80% qui sont captés par les grands groupes, pour les injecter, pour aider des entreprises qui pourraient augmenter les salaires des petites entreprises et qui pourraient participer à la bifurcation écologique, oui, je suis persuadée que c'est vertueux. Sur les 211 milliards d'aides, ça c'est un chiffre que nous contestons violemment parce que dedans il y a tout et n'importe quoi. Et il y a surtout des exonérations de charges. Donc en fait, on met le doigt sur le problème majeur de notre pays. C'est pas qu'il y ait des grosses entreprises vilaines qui captent toute la richesse, c'est qu'on a une dépense publique qui explose et que notre modèle social, il est financé par le travail. Et le travail, là, ça porte sur tous les salariés du privé et c'est toutes les entreprises, qu'elles soient grosses ou petites, qui ont un problème d'un coût du travail en France qui est beaucoup plus élevé que dans les autres pays de l'OCDE. Pour revenir à ces fameux 211 milliards, et je ne vais pas faire le débat avec vous de savoir si c'est... Vous savez qu'il y a d'autres études qui disent que c'est plutôt 112 milliards, mais quel que soit le nombre in fine, on ne sera pas d'accord là-dessus. Moi, je vais vous dire, les entrepreneurs, ils ne veulent pas d'aide. Ils voudraient simplement, à un moment donné, je mets de côté le complexe militaro-industriel et je mets de côté le CIR, vous savez, pour l'innovation, le crédit impôt recherche. Mais toutes les autres aides, en fait, ce sont des pansements qu'on met sur des plaies parce que les entreprises ne sont pas en situation de compétitivité dans notre pays parce qu'on est encore une fois dans un monde ouvert où quand vous regardez tout, les indicateurs, que ce soit le coût du travail horaire, que ce soit le temps de travail, que ce soit les charges patronales payées par les entreprises, tout est supérieur de 2, de 4, de 6 points par rapport aux moyennes de l'OCDE. Donc notre problème à nous, entrepreneurs, c'est simplement, et c'est la seule chose qu'on demande à l'État aujourd'hui, de nous mettre
en situation de compétitivité Alors, par rapport sur aux la autres. compétitivité, on n'est pas hors sol. Pas Voilà ce que dit Virginie 211 Calmels. milliards d'aides, mais vraiment au contraire, moi je vous les rends si demain on avait Allez, l'assurance une réponse. que vous nous baissiez juste l'IS et le taux de L'impôt charge. sur les sociétés. Alors, bon, il y a à nouveau beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Moi, Sur la compétitivité, c'est intéressant. oui, c'est intéressant. Moi, ce que je pense, c'est que depuis 30-40 années, on a justement entretenu l'illusion qu'on allait pouvoir être compétitif avec des pays, je le disais avant que vous veniez sur ce plateau, mais avec des pays qui ne versent pas les mêmes salaires, qui n'ont pas les mêmes normes de production, et y compris en matière écologique. Et ça, c'est pour le bien des consommateurs. Je veux dire, les entreprises françaises, elles produisent avec un certain niveau de normes. Oui, mais c'est quand même à la moyenne européenne, non, mais Madame Guettet. N'allons pas comparer par rapport au Bangladesh. Moi, je vous oui, parle non, mais de d'accord, mais le nombre 44, de pays qui, avec des entreprises comme Chine, par exemple, cette entreprise, ou avec Amazon, ou avec n'importe quelle. Mais vous comparez des ça choses aussi, ça concurrence. Non, moi, je vous dis qu'en attendez, je vous ai pas. Je vous laisse répondez parce qu'on arrive au terme de ce débat. Je veux bien terminer. Ce que je dis juste, c'est que nous ne pouvons plus vivre avec le chaos du marché et le libre-échange généralisé. Mon groupe a de la constance là-dessus. Nous nous sommes opposés à tous les traités. Nous nous opposons à nouveau en ce moment même avec le Mercosur. Nous proposons des nationalisations quand c'est nécessaire. Par exemple, pour ArcelorMittal, nous avons gagné cette proposition à l'Assemblée nationale seulement hier. Parce que nous voyons bien, sinon, que cette concurrence, elle ne vise qu'à baisser finalement le niveau de salaire, le niveau de normes écologiques, etc. Je refuse cette solution-là. Et par ailleurs, nous avons devant nous un défi, je le redis, c'est le changement climatique. Si nous ne faisons rien, si nous n'adaptons pas notre économie pour créer des emplois dans tous les domaines qui sont utiles, si nous sommes les plus 3,5 degrés en 2100, madame, ça fait 300 milliards de dépenses par an. Madame. Donc il faut s'y adapter maintenant. Madame, et donc on a besoin d'entreprises de construction, on a besoin de mettre à niveau nos infrastructures. Si tous les acteurs économiques du monde se l'appliquaient, bien sûr que nous avons intérêt à être vertueux. Et d'ailleurs, en la matière, désolée de vous dire que même les très grands groupes français étaient favorables à les directives européennes qui durcissaient. On ne peut pas être les seuls à faire l'effort, c'est ça que vous dites ? Mais c'est sûr. Et par ailleurs, pardon, mais vous comparez avec des choses qui ne sont pas comparables. Moi, je vous compare par rapport simplement aux pays de l'Union européenne. 44 € de l'heure en France, 38 € de l'heure, la moyenne européenne. Reconnaissez une chose. Je propose un modèle économique qui n'est pas celui qui est en place, qui est une politique de relance par la consommation populaire. On augmente les salaires, ça augmentera la croissance. Oui, ça mais on augmente les salaires. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment ? Et ensuite, on augmente. Juste pas parce qu'on va le décréter. S'il vous plaît, vraiment. Je vous ai laissé terminer. J'essaye de terminer. Notre politique, c'est relance par la consommation populaire. On augmente les salaires. De fait, les entreprises, elles vont voir leur carnet de commandes aussi qui se remplissent parce que les gens, ils auront besoin de consommer. La croissance va augmenter. Dans notre projection économique, le déficit, il est réduit et le niveau de la dette, il est réduit. C'est vrai, la question est intéressante, qui paye ? Mais non, mais attendez, votre projet économique, c'est 170 milliards de plus de déficit que les 170 milliards actuels. Je vais vous dire même une chose qui va vous choquer. On fait un plan d'investissement de 500 milliards. Moi, à ce stade, avec 3 ans de macronisme de plus, je pense qu'il va même falloir aller au-delà. L'Allemagne a fait 1000 milliards d'investissements. Si on ne le fait pas maintenant, c'est plus tard qu'on va aller dans le mur. La seule question qui se pose, tout le monde peut être d'accord avec vous, c'est qui va le payer aujourd'hui. Pardon, augmenter les salaires, c'est le rêve de tout chef d'entreprise. Quand vous avez des mais bien sûr, vous êtes dans un monde où vous croyez encore les patrons les plus riches, des 6 entreprises les plus riches dans ce pays, ils gagnent 400 à 6 000 SMIC par mois. C'est indécent. Donc non, je ne crois pas à la morale de tous les patrons de ce pays. Les grands patrons, nous devons urgemment instaurer, par exemple, la limitation des salaires de 1 à 20. Mais madame, parce qu'il y a un enrichissement. Non, je suis désolée. La hausse des salaires, ça ne marche pas. Il y a des gens réduire, et je serais d'accord avec vous. Il y a des gens qui ont fait sécession avec l'intérêt national. On peut décréter l'augmentation des salaires, c'est la question qui est posée. Est-ce qu'on peut décréter ? Mais bien sûr qu'on peut décréter. Déjà, le SMIC. Mais qui finance ? Vous creusez de la dette. Madame. Moi, je suis pour, par exemple, le partage de la valeur. On augmente le SMIC. Le partage de la valeur, depuis quelques années, il se fait au détriment des salaires. Et mais bien sûr que non, l'objectif, c'est... On va la laisser, s'il vous plaît, après, c'est confus. Allez-y, répondez, Clémence. Réellement, là, vous dites des choses qui ne sont pas vraies. On peut décider d'augmenter, par exemple, le SMIC. Et ça, par exemple, nous, on a prévu un mécanisme de caisse de péréquation entre les entreprises. Ça veut dire que les très grosses, qui peuvent se le permettre facilement, elles vont aider les plus petites par le partage des cotisations. Et donc, oui,
on peut augmenter les salaires par tout le monde. In fine, les gens, ils consommeront plus. Juste un mot pour finir. Je peux dire juste qu'il y a une autre façon d'augmenter les salaires, madame. C'est de réduire les charges. C'est que la différence elles ont déjà été entre le réduites coût... totalement. C'est une soirée sur notre modèle vous me social. Pas finir, là. Moi, j'y crois à la sécurité sociale, j'y crois à la solidarité je peux vous demander peut-être à l'une et l'autre. Mais c'est pas forcément le travail Virginie qui doit Calmels, prendre en charge. C'est assez confus pour les gens qui nous regardent ce soir. Il est temps de conclure. Je vous demanderai à l'une et l'autre peut-être un mot pour répondre à la question qu'on a posée ce soir. Le modèle social est-il dans l'impasse? Est-ce que déjà vous le pensez l'une et l'autre? Et un mot de conclusion sur ce sujet-là. Clémence Guettet. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une impasse, en effet, qui est celle de la dérégulation, qui est celle du libre-échange, qui est celle pour les entreprises, puisque c'était censé être notre sujet, qui est celle de l'absence de prévisibilité pour les entreprises, l'absence de financement et de possibilités d'innovation. Et donc, je pense qu'il faut faire un effet radicalement différent de ce qui a été fait jusqu'ici, et qu'on doit penser aussi à pourquoi ces entreprises qui créent de l'emploi non délocalisables doivent être aidées. Parce que sinon, on assiste à une prédation par des fonds spéculatifs, des fonds d'investissement qui, depuis des années, se gavent sur le dos des Français. Je pense encore au Novasco ou au Arcelor, des gens qui perdent leur emploi d'un coup parce qu'il y a des fonds étrangers qui sont arrivés, qui ont racheté une entreprise et qui se fichent de savoir s'il va y avoir des usines en France. Et je dis aux gens aussi, on a besoin d'eux et on a besoin qu'ils soient extrêmement formés et qualifiés. Et c'est pour ça qu'on veut de la dépense publique. Parce que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche par étudiant, il a baissé de 20% ces dernières années. On a besoin de travailleurs formés et on créera des emplois pour relancer l'économie du pays. Virginie Calmels. Le seul point commun qu'on peut avoir, c'est qu'on a envie que les salariés gagnent mieux leur vie. On a envie d'être des moteurs de l'économie. Vous voyez, ça s'appelle Croissance Plus, le mouvement patronal que je préside, parce que justement, on veut de la croissance et on pense que c'est par la croissance qu'on résoudra les inégalités, qu'on baissera le seuil de pauvreté. Et qu'on sauvera le modèle social, pardon d'y revenir. Mais j'y reviens, c'est que c'est le travail aujourd'hui, c'est par le travail que la totalité de la dépense sociale est financée. Et surtout, pardon de le redire, il y a une différence beaucoup trop grande dans notre pays entre ce que ça coûte pour l'entreprise et ce qu'in fine, ça rapporte en net aux salariés. Et cet écart-là, c'est de la dépense publique mal gérée. Et vous nous dites davantage de taxes. Nous, on dit au contraire, on voudrait mieux gérer la dépense publique pour écraser le niveau de charge et du coup, que les salaires nets augmentent. C'est compris. Merci beaucoup Clémence Guettet. Merci beaucoup d'avoir accepté de débattre. Virginie Calmels, la suite de